Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 764 qui vient clôturer les flashbacks au niveau de l'arc Zou. C'est surtout l'adieu de Senji par rapport au reste de l'équipage. C'était très émouvant, c'était même plus émouvant que ce qu'on avait pu voir dans le manga. Il y a aussi d'autres choses qui étaient hyper importantes. Une petite phrase de Capone et surtout le speech de Zoro qui maintient bien son rôle de second de l'équipage et de mec qui a la tête sur les épaules et qui ne laisse pas parler ses émotions. Là, pour ça, Zoro, j'adore. Bref, plein de choses à dire dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 764, un épisode bouleversifiant. Oui, je sais, ce mot n'existe pas, mais je fais ce que je veux. Comme d'habitude, on va faire le petit récapitulatif entre l'épisode et le chapitre. L'épisode 764 correspond à la fin du chapitre 813 et le début, je dirais même la moitié, du chapitre 814. On est donc encore une fois dans un chapitre, enfin un épisode égale la totalité d'un chapitre au niveau du nombre de pages. Par contre, je vais en parler tout de suite. Par rapport au teaser qu'on a vu en fin d'épisode, on voit qu'il va y avoir un filler qui va être mis en place. Je me demande même si ce filler n'a pas pour but de finir le chapitre avant les gros trucs qui vont arriver juste après. Quand dans un teaser, on nous parle déjà de fillers, l'épisode de la semaine prochaine, personnellement, je le sens pas trop. Alors, dans cette critique analyse de chapitre, on va parler d'épisode, autant pour moi, on va parler de trois choses. Premièrement, trois choses. Premièrement, Sanji. Deuxièmement, Capone. Troisièmement, Zoro. Je pense qu'on va avoir fait le tour avec tout ça parce que c'était classe. On va commencer par parler de Senji. On voit qu'il arrive, qu'il fait un mot qui va donner justement un ami et qu'après il prend Nami, Brook et Chopper, qui les prend et qui les balance à travers la fenêtre. Et par rapport au combat qu'on voit juste après, combat qui, on doit bien l'avouer, est complètement merdique. Au niveau de l'animation, on ne ressent aucune... Il n'y avait pas de tension, c'est normal parce que Senji est quand même beaucoup plus puissant que les mecs. Mais je veux dire qu'on ne sent pas l'impact des coups. C'est trop léger. Surtout quand on voit ce qu'il y a dans Dragon Ball Super. J'étais obligé de parler de Dragon Ball Super. L'épisode 66 était tellement waouh que j'étais obligé d'en parler. D'ailleurs, il faut vraiment que je fasse... Pas tout de suite parce que j'ai pas le temps, il y a des trucs qui arrivent, mais il faut absolument que je fasse une vidéo sur ce que je pense de Dragon Ball Super. Je vais me faire des ennemis, je l'avoue, mais il faut absolument que je pense. Donc, l'animation était complètement dégueulasse, il faut bien l'avouer, mais là on va revenir plutôt au niveau de ce qui se passe concrètement, c'est-à-dire qu'on voit qu'il arrive à faire sortir Nami, Brook et Chopper, et il a parfaitement les moyens de passer lui aussi par la fenêtre et de s'enfuir. En plus, il y a un truc super méga important, c'est qu'il ressent l'arrivée de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Neko Mamushi. Alors là, par contre, le style de Neko Mamushi, comment il est dessiné, les yeux noirs, la bouche avec les dents, oui c'est des dents pour un animal, les crocs, voilà c'est ça, c'est des crocs carrément. Neko Mamushi, il pète sa classe, il est hyper, il s'est fait chier d'utiliser le mot badass parce que je peux pas dire qu'il est spécialement badass, mais putain de sa mère, il a un putain de charisme. Putain, si j'ai un chat comme ça chez moi, c'est moi qui mange dans la gamelle et lui il mange à table. Hein. Franchement, c'était excellent. Et ça change carrément le Neko Mamushi qu'on voit juste après. Et là, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi dire, c'est qu'on remarque que Senji a un acquis de l'observation qui est super, méga développé. Et ça, c'est sûr et certain que ça sera un gros point faible de Senji et que ça aura son utilité pour plus tard. Donc Senji avait les moyens de partir, ça se voit carrément, et cependant il décide de rester. Il fait le mot à Nami en disant qu'il a une personne, une fille je crois, à aller voir et qui va revenir juste après. Et on sent qu'il y a quelque chose derrière, on se doute qu'il y a quand même quelque chose d'important, car encore une fois lui aussi se pose la question, comment ça se fait que son affiche Wanted, y est marqué Only Alive. Pour que quelqu'un mettre ça en place, il faut obligatoirement qu'il ait des relations avec le gouvernement mondial. Car encore une fois, les personnes qui mettent en place les affiches sont le gouvernement mondial. Et là, on voit que tout le monde c'est mort ou vif, et lui c'est seulement vif.
Et ça ne peut pas être Big Mom qui ait eu un impact au niveau du gouvernement mondial pour que Senji ne soit pas mort et pour qu'il soit utilisé comme objet pour le mariage. Donc, obligatoirement, si ça ne vient pas de Big Mom, obligatoirement, ça vient de la famille des Vinsmoke. Et à partir de là, par pure logique et pure déduction, la famille des Vinsmoke, la famille de Senji, a une relation avec le gouvernement mondial. Personnellement, je connais la suite, donc c'est hyper facile de dire ça, mais si vous revenez un petit peu en arrière de ce que j'avais dit quand j'avais lu le scan, c'était quelque chose que j'avais parlé. Et ça, justement, je vais en reparler juste à la fin, parce que comme à la fin, je vais faire une petite partie spoil à la fin, et je vous préviendrai pour justement parler avec ceux qui ont lu les chapitres. Et là, on va parler du truc absolument génial, là où l'épisode a été beaucoup mieux que le scan, c'est justement l'adieu entre guillemets de Senji qui était superbe. Premièrement, la musique. J'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus le titre de la musique, mais ça vient renforcer. Et ce qui est encore plus beau, c'est le rôle qui a été offert à Nami. Si on regarde le scan, on voit que Nami reste normalement avec Brook et Chopper. Je sais plus si elle a des larmes, mais là ce qui est vraiment génial, c'est qu'on voit Brook pleurer, on voit Chopper pleurer, mais on voit Nami qui ne pleure pas. Et ça a l'air rien comme ça, mais c'est hyper important par rapport à ce que Ichiro Oda veut montrer, enfin là pas Ichiro Oda, mais plutôt les animateurs veulent montrer par rapport à Nami. Nami a cette force en elle qui est en totale opposition de ce qu'on a vu quand elle est tombée dans les bras de Luffy et qu'elle avait pleuré. Je trouve le parallèle justement entre ces deux situations absolument génial. Et surtout, les deux autres restent à genoux et on voit Nami continuer à courir derrière Capone, cet enculé qui est en train de partir. Et le fait de ne pas la voir pleurer, de ne pas l'entendre crier et d'avoir cette musique, c'était beaucoup plus poignant que ce qu'on avait dans le scan. Franchement, c'est un très beau passage. Ça a été très très bien mis en scène. Et encore une fois, c'est ça qui me pousse à continuer à regarder l'anime. Parce qu'il y a des passages comme ça qui te font plus vivre One Piece que le manga. Maintenant, on va parler de cet enculé de Capone. Alors, c'est vraiment méchant de dire ça comme ça parce que lui, il a parfaitement son rôle. Déjà, on voit qu'au niveau puissance, il a peur de Nekomamushi. Et encore une fois, qui n'aurait pas peur face à un putain de chat qui fait plus de 4 à 5 mètres de haut, hyper gros. En gros, c'est pas Garfield, hein. C'est pas le petit truc tout roux qui arrête pas de bouffer. Là, c'est vraiment. Alors, la Garfield, vous comprendrez pourquoi j'ai dit ça plus tard dans d'autres vidéos. Ceux qui ont lu les scans comprendront. Et là, c'était vraiment très très bon. Et le fait de se voir, de le voir complètement transpirer, le fait de le voir mentir, il assume même pas que c'est lui qui a éclaté la bouche de Capone, de Pecoms, autant pour moi. Et il y a un truc qui est super important sur le fait que quand il est avec Senji et qu'il lui dit Senji lui dit comment t'es au courant justement de mon enfance, comment t'es au courant de ça, et surtout par rapport à ce que Nitro lui a dit dans l'oreille. Capone lui dit là maintenant c'est une Yunko qui t'invite à venir, donc ça tu ne refuses pas. Quand une Yunko ou quand un Yunko te dit quelque chose, tu t'exécutes ou tu crèves. Donc pour l'instant t'es obligé de suivre ses ordres. Et ce qui est bien, c'est qu'il dit un truc dans ce style-là, je sais plus la phrase exacte, c'est pour l'instant, t'es obligé. Ça veut dire que lui, et pour ceux qui ont lu ma théorie que j'ai fait justement sur les 11 supernovas, Capone, comme le mec de la mafia, c'est quelqu'un qui veut gravir les échelons et qui veut prendre la place. Et encore une fois, ce petit truc-là montre que Capone a vraiment des idées et veut devenir un Yunko. Et là, on va encore parler d'autre chose qui pour moi qui est hyper important, c'est le rôle des Yunko dans l'univers
de One Piece. Et plus précisément de deux, il s'agit de Shanks et aussi de Barbe Noire. Kaido, on voit qu'il est puissant, on voit qu'il est fort, on voit qu'il est fou, on voit qu'il maîtrise bien. Par contre, les deux qu'on n'a pas encore eu de traitement pour l'instant, c'est Shanks, parce que Shanks, depuis le début du manga, à part ce qu'il a fait au départ avec Luffy, ce qu'il a fait contre Barbe Blanche quand il y a la conversation au sujet de Barbe Noire, et ce qu'il fait au niveau de Marineford, tout n'est que suggéré. Et encore une fois, Capone, à travers son speech, explique bien que les Yonkou, c'est les personnes les plus fortes au niveau de One Piece. On va pas encore partir dans un putain de débat de la puissance ou quoi que ce soit, mais tout le reste derrière, c'est de la pisse de chat. Doflamingo, c'est une putain de grosse merde par rapport à les Yonkou. Et donc, Barbe Noire, quand je vois certains, comment ils le critiquent, comment ils le prennent pour un bouffon, ce putain de personnage, au niveau de la fin de One Piece, ça va être quelque chose d'absolument monstrueux, même s'il peut paraître faible, même s'il peut paraître idiot, même s'il a aucun charisme. Encore une fois, en charisme, je parle de personnages bien dessinés, hyper beau, tout mis en évidence, alors que là c'est plutôt l'inverse. Le mec il a des chicots, il est gros, il est bedonnant, ses cheveux sont gras, enfin donc ouais, mais sauf que encore une fois, à travers le petit message que nous fout Capone, ces putains de Yonkou, c'est un niveau au-dessus, et attention, putain d'hérésie totale, Akainu, même maintenant, je ne pense pas qu'il ait la puissance d'un Yonkou. Et oui, je ferai une vidéo sur la puissance dans One Piece. Allez hop, ça y est, c'est parti, en avant. Donc bref, tout ça pour dire que... Et Zoro le dira très très bien après, on n'est plus dans la cour de récré. Maintenant, on va s'attaquer. Maintenant, on part dans une putain d'optique vers le latage de gueule de Yonkou. Et c'est là où je vais parler aussi d'autre chose, c'est le putain de traitement de Zoro. Putain, j'arrête pas de bouger mes bras en ce moment quand je fais des vidéos. C'est dingue. On attendait tous Zoro par rapport à un mec super badass qui va plus frapper que réfléchir, qui va plus aller dans l'action. Et ça, c'est totalement contourné par rapport à déjà ce qui s'est passé au niveau de Dressrosa. Parce que même s'il hâte super facilement Pika, on ne voit rien du tout au niveau d'une nouvelle puissance ou d'une nouvelle technique. Donc encore une fois, le teaser sur la puissance de Zoro, on l'a pas. Zoro plus puissant qu'Akainu. Ah, et qu'un Yonkou. Non, ça c'est complètement débile, c'est pas vrai. Mais on arrive quand même sur un truc qui est complètement fou. C'est-à-dire que Zoro est un mec super réfléchi dans l'équipage de Luffy des Mugiwara. Il a vraiment son rôle de second. Et le speech qu'il fait par rapport à Kaido est génial. En gros, il est en train de dire que les gars, il faut vous réveiller. L'alliance qu'on a fait avec l'eau nous a mis à une grosse pancarte, une grosse putain de cible par rapport à Kaido. Car pour rappeler un petit peu les faits, pour ceux qui l'auraient un petit peu oublié, au niveau de Punk Hazard, ils ont détruit l'usine de Sad, qui était le liquide qui était nécessaire pour justement faire les Smiles. Et après, au niveau de Dressrosa, ils ont pété l'usine de Smile. Donc, de ce fait, Doflamingo n'avait plus les techniques pour pouvoir offrir des Smiles à Kaido. Et de ce fait, la chute de Doflamingo est un point faible par rapport à Kaido. Et donc, Kaido va vouloir se venger en latant la gueule des personnes qui ont causé la chute, excusez-moi, de Doflamingo, c'est-à-dire les Mugiwara et aussi l'eau. Et à côté de ça, là où Zoro se dit, on a déjà un Yonkou qui veut nous latter la gueule. Les Yonkou, ce sont des putains de mecs complètement fous qui d'un claquement de doigts sont capables de nous tuer. Un petit peu quand même. Et là, le crétin au sourcil, même s'il a énormément de problèmes par rapport à son passé, vient nous foutre dans la merde par rapport à un autre Yonkou. Il y avait quand même au préalable Luffy qui avait déclaré la guerre à Big Mom par rapport au fait que maintenant il veut avoir l'île des hommes poissons. Voilà. Mais là quand même on voit que le mec a la tête dans les épaules et ça peut quand même montrer un truc, c'est-à-dire que si un jour Senji revient,
il y aura une putain d'altercation face à Zoro. Parce que Zoro est en train de dire qu'à cause de Sanji, les forces, c'est-à-dire l'équipage qui avait une certaine force, en perdant Sanji, perd un gros point fort de l'équipage, on va pas se mentir. Et il n'avait pas à les foutre dans la merde, surtout pour aller se marier avec une gonzesse. Voilà. Et Zoro, sur ce coup-là, a raison. Quand tu fais partie d'un équipage, cet équipage, c'est ta famille. Donc tu attends et tu fais le nécessaire. Parce que, encore une fois, je l'ai dit, Capone, ils avaient amplement les moyens de le neutraliser. Voilà. Ceux qui sont pas d'accord avec moi, laissez des commentaires. Allez-y, je vous attends, allez-y. Et on va terminer cette critique analyse par un truc complètement dingue, peut-être le truc le plus dingue au niveau de cet épisode, c'est-à-dire que Luffy, il voit qu'il commence à y avoir un problème, il dit c'est simple, on va arrêter de s'engueuler entre nous, ça sert absolument à rien, on va aller demander directement à Sanji et on va aller le voir discrètement. Discrètement. Luffy, discrètement. Est-ce que ça vous semble complètement what the fuck ? Est-ce qu'il y a que moi que ça a surpris? Voilà, c'est-à-dire que là, encore une fois, à travers un petit mot, là aussi, on voit que il y a une évolution dans les mentalités du personnage. Parce que normalement, l'ancien Luffy même du début de quand il fait les conneries au niveau de Punk Hazard, c'est un Luffy qui fonce dans le tas. En gros, il dit ouais, ils ont piqué Sanji, bah on va aller tous aller voir Big Mom, on va lui latter la gueule, puis on va reprendre Sanji. Et là non, là il dit discrètement, ce qui est quand même assez étonnant. Enfin moi personnellement, ça m'a fait plaisir. Donc voilà en gros ce qu'il y avait à dire sur la critique analyse de cet épisode. Maintenant, pour ceux qui ne lisent pas les scans, je vous invite à partir, laisser les commentaires, partager et surtout défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous qui lisons un petit peu les scans, il y a une chose pour moi qui était vraiment important là-dessus, c'est que là on voit bien et on comprend bien que les Vinsmoke ont une putain d'influence au niveau du gouvernement mondial, car c'est tout simplement eux qui ont imposé au gouvernement mondial de mettre seulement Alive pour le retrouver et l'utiliser. C'est-à-dire qu'au niveau de la rêverie, parce qu'ils font partie de la rêverie, et même au niveau de tous les gouvernements qu'il y a dans le monde dans le monde de One Piece, putain, fait chier de dire à chaque fois le monde de One Piece, mais tous n'ont pas la même importance. C'est-à-dire que Alabasta a vraiment de l'importance. Est-ce que le royaume de Provence, de Elisabelo, est-ce qu'il a autant d'importance? Mais là, on voit vraiment que les Vinsmoke, peut-être par rapport à leur puissance, leur technologie, et ce qu'ils ont fait avant, parce qu'ils ont quand même fait un coup d'état, c'est quand même important, ils ont quand même les moyens de dicter une partie de leur volonté au gouvernement mondial. Et ça, personnellement, c'est un truc que j'avais un petit peu pensé, mais que regarder cet épisode m'a encore un petit peu plus fait cogiter. Donc pareil, si vous voulez en parler dans les commentaires, parlez-en. Cependant, encore une fois, mettez un putain de spoil et laissez beaucoup d'espace pour que les mecs qui lisent derrière vous ne soient pas spoilés. Et d'ailleurs, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Donc putain, un super merci par rapport aux autres Nakama qui ne font que lire l'anime. Donc que regarder l'anime. Donc voilà. On va terminer aussi ici cette vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme d'habitude, partagez, likez, partagez. Enfin bref, vous savez ce que vous avez à faire. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et surtout, rendez-vous vendredi soir à la Art to Play pour samedi et aussi dimanche. Allez, salut mes Nakama.